Suite à la vidéo sur les théories économiques alternatives qui ont cours dans l'opposition de droite ou de gauche et que je considère comme fausse, on me dit, tu peux pas dire ça, les 2 dernières années, il y a eu autant de crédits émis que les 100 années précédentes. Alors je dis oui, c'est très inquiétant, ça veut dire qu'un très petit nombre d'acteurs ont racheté la quasi-totalité des actifs productifs dans le monde. Mais les Chicago Boys n'ont pas dénoncé les oligarques qui allaient tout racheter. Ils ont dit que ça allait générer de l'inflation et que tout ça, c'était la faute des dépenses sociales de l'État. Et ça, ils le disent depuis 20 ans, pas 2 ans. Donc non, ça ne donne pas raison à Pierre Jovanovic, qui fait partie de la clique des gens lâchés dans les médias pour remplir votre tête de bêtises. Et même une fois le forfait accompli, vous ne saurez donc toujours pas ce qui s'est réellement passé. Je vous propose de repartir à la base de l'économie, l'argent. Ça nous permettra d'élargir notre point de vue sur le type de société qu'il est possible de construire et de ne pas se limiter à étatiser le système ou de créer des communautés autonomes en prétendant qu'on est en train de vaincre le capitalisme. Habituellement, on suggère qu'à l'origine, il y avait le troc. Mais le troc a un gros défaut, il faut qu'il n'y ait donc pas une offre et une demande, mais deux demandes qui s'accordent entre elles. Produisez des voitures, on veut vous acheter une voiture et vous payez en carottes. Et le problème, c'est que vous détestez les carottes. Eh ben, la transaction ne peut pas se faire. Le troc, c'est une situation théorique inventée par les économistes, mais ça n'a pas vraiment existé. Si vous cherchez une équivalence, vous allez spontanément créer une unité de mesure universelle et donc une monnaie. La monnaie, contrairement aux carottes, va être acceptée par tous en paiement, et elle permet de réduire la granularité de l'unité monétaire, pour ne pas se retrouver à devoir payer 2 tiers de vache et couper votre vache en deux. L'ethnologue Marcel Mauss a observé des sociétés isolées au XIXe et au XXe siècle, qui en général n'avaient pas de vraie monnaie. Devant l'impossibilité d'accorder deux demandes, le producteur faisait profiter la communauté sans trop compter ce qu'on lui devait. Tout ce qu'on demandait aux individus, c'était de ne pas trop tirer au flanc, et comme ça, la communauté pouvait fonctionner. Entre deux communautés, on se faisait des cadeaux mutuels pour marquer sa bonne volonté. On parlait à cet effet de dons et de contre-dons. On suppose que l'ensemble des peuples a connu autrefois ce mode de fonctionnement. Moi, j'en suis pas si sûr. Mais ça permet de comprendre que la monnaie est une construction sociale. Quelqu'un, à un moment, a proposé une unité de mesure des échanges qui garantisse que les 10 échanges étaient équitables. Il y a beaucoup de travaux sur les fonctions que remplit la monnaie. Ce sont souvent des truismes, comme le fait que ce soit une réserve de pouvoir d'achat. J'en retiens deux, principalement, qui ne font pas partie des fonctions habituellement associées à l'argent. La première fonction de l'argent, c'est de créer une pénurie artificielle. Vous avez une voiture à vendre et quelqu'un veut vous l'acheter. Il a des carottes, et quelle chance, vous voulez justement des carottes. Le problème, c'est que les transactions se font en monnaie légale et il n'en a pas. Les deux parties, vous et votre acheteur, sont donc d'accord pour réaliser la transaction, mais l'absence d'argent dans le système marchand bloque tout. Ceci, c'est la preuve que la loi de Say est fausse. Le fait que vous ayez une voiture, et même si vous venez de la fabriquer, ne crée pas l'argent qui permet de l'acheter. Il faut emprunter cet argent, qui est pourtant inutile à l'état de nature, à un banquier. Et si le banquier ne veut pas prêter cet argent, l'économie s'arrête. Dans un pays donné, où il y a assez de production alimentaire pour nourrir tout le monde, on peut ainsi créer des famines artificielles. La seconde fonction de l'argent, c'est de créer des riches et des pauvres. Dans une économie dite d'abondance, où tout le monde a suffisamment d'argent, tout le monde peut consommer ce qu'il souhaite. Et ainsi, cet argent finit par ne servir à rien, car on arrive au même résultat en mettant en place la gratuité généralisée. L'argent limite donc la capacité des pauvres à consommer, créant un gradient de consommateurs, ce qui donne la satisfaction aux riches de pouvoir accéder à des biens et services auxquels les pauvres n'ont pas accès. Ceci est justifié par le mérite relatif des individus. Les personnes qui ont le mieux contribué par le travail au bien-être de la société sont récompensées et celles qui n'ont rien foutu restent pauvres. Non, je déconne, on devient riche par l'héritage et par la rente. Si vous pensez devenir riche en faisant un métier utile, vous êtes un naïf. Et je vous rappelle que la monnaie sert à faire en sorte que les échanges soient équitables. Pensez-vous que les échanges, tels que nous les avons aujourd'hui, sont équitables? La fonction qu'a l'argent de limiter la consommation est une fonction naturelle. Elle est toujours présente, quel que soit le mécanisme par lequel on introduit l'argent dans le système. Vous pouvez nationaliser des banques, essayer de mieux répartir le pouvoir d'achat. Il sera par nature limité par la quantité de monnaie émise.
Les banquiers qui ont inventé l'argent étaient des religieux. En Occident, l'ordre des Templiers avait le monopole du commerce et une conception de la vie basée sur l'Ancien Testament. La Terre est une planète hostile à laquelle l'homme doit arracher sa maigre subsistance. Et si la Terre était abondante, il fallait trouver un moyen de cristalliser une pénurie artificielle qui conforte la vision religieuse. Le temple appuie donc sa monnaie sur l'utilisation de métaux précieux qui ont le mérite d'être rares, assurant ainsi la pénurie de monnaie. Cette croyance est issue de la doctrine du péché originel. L'humanité a chuté sur Terre parce qu'elle a commis un péché. Tout individu, dès sa naissance, est donc redevable d'une dette imprescriptible, qu'il rembourse toute sa vie par son labeur. Ce n'est pas seulement une allégorie. Les prêtres collectent cette dette à travers le tribut et les offrandes faites au temple. Le péché est également conjuré par le renouvellement annuel des sacrifices. Cette pensée, c'est toujours la pensée économique qui détermine l'organisation du système monétaire. Dans l'évangile de Jean, par exemple, les péchés originels est effacé par le sacrifice définitif de l'agneau de Dieu. Ainsi, le sacrifice dans le temple n'est plus nécessaire, mais la dette de naissance, ils ne vont pas y renoncer comme ça. Le temple a été remplacé dans le courant du XVIe siècle par des banques que l'on suppose laïques. Étant dépourvues de capacité militaire, elles ne collectent plus de tribut. Elles le remplacent par une nouvelle invention, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est tordu, car le stock connu de métaux précieux est fixe. Pour payer le supplément, il faut donc partir à la conquête du monde pour trouver l'or qui permette de rembourser la part des intérêts. D'où la conquête des Amériques. Au XVIIIe siècle, on a compris que tous ces gens ne rembourseraient pas, et on s'est mis à échanger des reconnaissances de dettes permanentes à la place. C'est ce qu'on appelle les billets de banque. Au XIXe siècle, on a aussi compris qu'on n'aurait jamais assez d'or pour les besoins du commerce, et on a enfoncé un coin dans la doctrine du péché originel. La banque n'avait plus besoin que de détenir une fraction de ce qu'elle était autorisée à prêter. Les personnes qui dénoncent la monnaie de singe, qui aurait été créée depuis les années 2000 par des mécanismes d'endettement, suggèrent qu'il y aurait un véritable argent créé sur les chaînes industrielles. C'est pas une dérive, ça fonctionne comme ça depuis le XIXe siècle. Dans les années 50, on croyait que la science permettrait d'alléger la nécessité du travail humain, et on annonçait la société des loisirs. Les religieux qui nous dirigent ne l'ont pas permis. Ils n'ont pas dit que puisque vous ne travaillez plus, vous pouviez vous amuser. Ils ont dit que vous étiez au chômage. Pour combattre l'idéologie de la société des loisirs, ils ont donc réintroduit la pénurie autrement. Ils ont affirmé que la population mondiale était trop nombreuse, que la planète ne suffirait pas à nous nourrir, et aujourd'hui ils disent que l'humanité est responsable de cataclysmes écologiques et qu'elle modifie le climat par sa seule existence. Il ne se passe pas 15 jours sans qu'on nous annonce un nouveau fléau causé par l'humanité. Ils ont aussi poussé à la création d'une science économique qui ignore totalement l'existence des banques. La totalité des économistes, qu'ils soient classiques, néoclassiques ou keynésiens, partent du principe que l'argent se crée dans les usines. Ils se disputent sur le fait que les services seraient ou non créateurs de richesses. Les banquiers ont ainsi créé le mouvement socialiste. Ils ont offert une chaire d'université à Karl Marx, ont financé Lénine puis Trotsky en fournissant une doctrine qui ignorait totalement le rôle des banques dans le capitalisme. L'objectif était de se débarrasser des bourgeois propriétaires qui leur marchaient sur les pieds. Pour éviter que la théorie ne se heurte à la réalité, on a même séparé les départements d'économie et de gestion à l'université. On ne fait jamais de comptabilité dans les départements d'économie parce que la comptabilité révèle les mécanismes réels de l'économie. On y travaille sur de l'argent réel et pas sur des concepts vaporeux comme la valeur travail de Marx ou le travail vivant de l'école de Francfort. Les fournisseurs n'acceptent pas d'être payés en valeur travail, ils veulent de l'argent. Ils nous conditionnent même à travers la fiction. Dans la série Game of Thrones, la famille Lannister s'autorise à faire la guerre ou à trahir les familles des seigneurs pour parvenir à dominer Westeros. Mais ils ne touchent pas un cheveu des banquiers de la banque de fer de Bravos, qui n'ont pourtant pas d'armée. La devise des Lannister, un Lannister paye toujours ses dettes. Alors un conseil, tout ce que vous pouvez faire passer dans le domaine gratuit, faites-le. La gratuité, c'est l'abondance. L'argent amène automatiquement la pénurie.